Fauré, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Aujourd'hui, on aimerait parler avec vous du deuil après suicide. Le 10 septembre, c'est la journée mondiale de prévention du suicide. Quelles sont, selon vous, les spécificités du deuil après suicide? Elles sont nombreuses déjà, il y a beaucoup, c'est un deuil qui est différent. Je ne dis pas qu'il y a une hiérarchie dans la souffrance, mais les composants de ce deuil sont très particuliers, en font vraiment quelque chose qui est différent des autres. Je crois que une des premières composantes, c'est la composante traumatique, avec le risque très important de séquelles post-traumatiques. Pourquoi? Parce que les gens décèdent à la maison, et donc la plupart du temps, ce sont les proches qui vont découvrir. Ça peut être le père, la mère, le conjoint, les enfants même, qui vont découvrir dans un endroit qui n'est pas sécurisé, qui n'est pas une chambre d'hôpital où les infirmières ou les médecins peuvent venir intervenir rapidement et créer un cadre de sécurité. On peut avoir pendant très longtemps, pendant 1 heure, 2 heures, avant que les secours arrivent, la famille ou le petit garçon, la petite fille, face à une situation qui va créer une empreinte potentiellement traumatique avec des séquelles post-traumatiques. Donc c'est pour moi un des premiers gros facteurs de risque du deuil après suicide. Hein. Même si évidemment on peut trouver des séquelles post-traumatiques dans tous les deuils, bien évidemment, c'est la violence qui détermine cela. Mais aussi ce que porte le deuil après suicide, c'est la charge gigantesque de la culpabilité. Parce que ce deuil-là, cette mort survient avec un cheminement de la personne qui l'amène à prendre une décision de se tuer. Et les proches, c'est pourquoi cette personne que j'aime ne s'est pas confiée à moi. Qu'est-ce qui manquait dans l'amour que je lui donnais, dans l'affection, dans l'attention que je lui donnais? Qu'est-ce qui manquait dans mon rôle de papa, dans mon rôle de maman, qui fait qu'il a cheminé tout seul pour arriver à la seule conclusion que la solution à sa souffrance était de se tuer. Donc là, c'est vraiment, cette culpabilité, elle est vraiment un des points, un des piliers majeurs de ce vécu du deuil, associé également à la recherche, la quête infernale du pourquoi. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi il ne m'a pas parlé? Pourquoi il a souffert comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est vraiment le traumatisme et le post-traumatisme, l'énorme culpabilité, le pourquoi, la quête du pourquoi, et aussi un facteur de risque qu'on connaît bien dans le deuil après suicide, c'est qu'il y a plus de risques de passer à l'acte suicidaire soi-même, sinon dans le deuil après suicide, que dans les autres cas de suicide. Et pour terminer, il y a beaucoup de choses à dire vraiment, mais il y a un point essentiel, c'est la remise en question tellement profonde de sa valeur à soi, de l'estime de soi, de comment on se regarde en disant « je ne peux pas être quelqu'un de bien si la personne que j'aime n'a pas vu en moi les moyens de l'aider ». Et là, ça va chercher tellement loin en soi que tout l'accompagnement de ce deuil-là prend beaucoup de temps et a besoin d'être mené avec vraiment attention. Le deuil après suicide concerne chaque Français en fait. Chacun dans une période de 40 ans de vie sera touché par 3, 4 suicides dans son entourage proche. Et on l'ignore. Et pourtant, c'est toujours aussi tabou et stigmatisé. Ouais. Pourquoi d'après vous? Il y a déjà un héritage culturel énorme. Hein. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de sépulture pour les personnes qui étaient suicidées. Les personnes étaient, même il y a quelques siècles auparavant, tous les biens étaient, les héritiers étaient dépossédés de tous leurs biens. Il n'y avait pas de, les personnes étaient enterrées à la croisée des chemins. Il y avait vraiment une opprobre sociale qui est là, avec un interdit religieux très très fort. Et donc on porte ça aussi, on porte ça. Mais ce qui renvoie aussi à cette stigmatisation, c'est aussi les personnes en deuil après suicide qui le portent, parce qu'il y a un vécu de honte qui est différent de la culpabilité. La culpabilité, c'est je me considère moi comme étant en faute de quelque chose. La honte, c'est je crains d'avoir sur moi le regard des autres qui me jugent négativement. Et une maman, par exemple, qui a perdu son garçon par suicide, peut avoir tellement peur qu'on la juge comme une mauvaise mère, qui n'a pas vu, qui n'a pas compris. Et forcément, une mère voit et comprend. Donc forcément, elle craint qu'on la juge et qu'on la... Et on sait que la honte coupe des réseaux de soutien. On ne se sent pas légitime à demander de l'aide
et enferme dans le silence. Donc on a vraiment déjà le poids de la honte, le poids de l'héritage culturel et le poids aussi de cette incompréhension de la mort donnée à soi-même. On ne comprend pas et ça fait peur de pouvoir se dire qu'on peut cheminer jusque-là et vous savez bien que tout ce qui fait peur, on le met à distance. Donc il y a toute une nébuleuse comme ça qui fait que c'est stigmatisé, en plus du fait que la mort par elle-même et que le deuil par elle-même est stigmatisé et que voilà, tellement peu de gens ont envie de prendre soin de cette souffrance-là. Alors vous le disiez tout à l'heure, la majorité, en tout cas ici à l'association Empreinte, la majorité des personnes en deuil que nous accompagnons évoquent des idées, des pensées suicidaires, a fortiori quand elles sont en deuil après suicide. Comment on pourrait aller plus loin dans la prévention du suicide auprès de ce public à risque qui est connu comme tel? Alors déjà, on sait qu'il y a inhérent au processus de deuil un vécu des idées suicidaires qui sont de plus ou moins intenses. Il faut vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe, c'est je souffre tellement que je veux arrêter ma souffrance. Et peut-être qu'arrêter ma souffrance, c'est peut-être en me tuant. Mais aussi, je veux retrouver la personne que j'ai perdue. Donc peut-être que j'espère que si je me tue, je vais aussi la retrouver. Il y a une troisième composante aussi qu'on retrouve dans le deuil après suicide, c'est je me sens tellement coupable, culpabilité, culpa la faute, je me sens tellement en faute qu'il faut que je paye. Ben, je vais payer parfois de ma vie. L'ultime punition pour m'interdire d'être heureux, c'est je vais expier la mort de la personne qui s'est suicidée, je vais payer mes défaillances en me tuant moi-même. Puis une quatrième chose c'est chercher le pourquoi. Quand on essaie de reproduire tous les gestes que la personne suicidée a fait, de se rapprocher, même de suspendre la corde, même de se mettre la corde autour, de se rapprocher au plus, et de voir qu'est-ce qui se passe, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête, qu'est-ce qu'il a ressenti. Et ça peut même mener jusqu'à, pas forcément un passage à l'acte, mais à se mettre très dangereusement à proximité de l'acte suicidaire par elle-même pour essayer de comprendre. Donc c'est pas un vague souhait, c'est vraiment très, très construit. On le retrouve de façon constante dans le vécu du deuil, n'importe quel deuil, mais il y a une intensité. Là, c'est peut-être plus de l'ordre des accompagnants en deuil ou une vigilance de l'intensité du vécu du deuil. Plus la culpabilité est intense, plus on est à risque. Plus la colère est intense, plus on est à risque. Plus le désinvestissement total de toute sa vie fait qu'on est à risque. Il y a une espèce de glissement comme ça qui est là. Sortir aussi de l'idée que les gens qui en parlent ne le feront pas. C'est tellement faux. Les gens qui vont se suicider souvent en ont parlé ou beaucoup parlé. Donc c'est difficile de résumer tout ce qui peut être fait, mais c'est au bout du compte valider le fait qu'il y a le souhait d'arrêter la souffrance, valider le souhait qu'on a envie de retrouver l'autre personne, valider le souhait que ceci est complètement normal. Mais il y aurait tellement d'autres choses à dire par rapport à ça. Et est-ce que accompagner, c'est prévenir? Accompagner, c'est un élément de la prévention. C'est vraiment, si la personne est tellement dans la culpabilité, de pouvoir mettre des mots sur cette culpabilité, même si l'objectif n'est pas de l'éradiquer, de l'enlever, déjà ça enlève ce fardeau qui empoisonne l'existence. Et même le fait simplement de dire j'ai envie de me tuer, et voilà pourquoi j'ai envie de me tuer, parce que c'est tellement insupportable, le fait de le dire, c'est déjà un passage à l'acte qui peut éviter l'ultime passage à l'acte. Christophe Horry, quel est l'impact du deuil pour un enfant, un adolescent, après le suicide d'un parent? L'impact sur l'enfant, il dépend énormément de comment l'enfant il va être accompagné, ça c'est certain. Donc prendre soin d'un enfant, quel que soit l'enfant en deuil, c'est prendre soin des gens qui vont s'occuper de lui. C'est vraiment la première donnée de base. On ne peut pas prendre soin d'un enfant sans prendre pas soin des parents, la première chose. La deuxième, c'est être le plus clair possible pour qu'il n'y ait pas un voile de mensonge autour de cette perte. Appeler un suicide, et après, parler comme on peut en parler. Si c'est très jeune, c'est dire qu'il y a une maladie dans la tête, peut-être, qui fait qu'on n'a plus envie de vivre. Mais voilà, trouver les mots adaptés à l'âge. Rassurer aussi le fait
que parfois certains jeunes ados ou jeunes adultes énoncent, mais est-ce que c'est génétique? Est-ce que moi aussi j'ai ça? Est-ce que ça va être... Moi aussi je vais connaître un même destin? Il y a surtout un aspect qui est vraiment important, c'est si maman s'est tuée, est-ce qu'elle m'aimait assez? Et il y a une espèce de doute, c'est pas forcément toujours formulé comme ça, hein, mais une espèce de doute qui est là, c'est mais pourquoi on m'abandonne? Est-ce que je suis quelqu'un d'abandonnable, même par maman? Je comptais pas assez, j'ai pas assez de valeur. Et si on laisse ça tourner en roue libre sans s'arrêter là-dessus, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ça peut construire une représentation de soi au fil de toi, jeune adulte, où on dit finalement c'est normal d'être abandonné. La preuve, quand j'étais petit, maman m'a abandonné. Je ne dois pas être quelqu'un d'assez grande valeur. Donc il y a vraiment des enjeux d'estime de soi. Je ne dis pas que c'est tous les enfants qui sont dans les pré-suicides, hein, parce que, mais quand on essaie de dégager les risques potentiels, c'en est un, ça c'est sûr. Ça, on a des ateliers ici où un enfant sur deux quasiment est en deuil après suicide. En quoi pensez-vous que les ateliers qu'on peut proposer aux enfants ou aux adolescents peuvent être aidants? Alors, il y a un aspect énorme, c'est ce qu'on appelle l'éco-résonance. Je pense des choses négatives de moi, j'ai l'impression d'être tout seul, et le fait de voir qu'il y a d'autres qui sont des gens, que je vois, ce sont des gens bien, ce sont cette fille elle est bien, ce gars il est bien, ils sont sympathiques, et pourtant ils ont vécu la même chose, donc c'est peut-être pas moi qui est un monstre, c'est pas moi qui... Et il y a une fraternité qui s'opère, une compréhension qu'il y a une universalité des ressentis, la même culpabilité, la même honte, la même peine, et on se sent beaucoup, beaucoup moins seul, et dans ces groupes se tissent des liens de solidarité, d'affection et d'amitié, où on est dans une appartenance à un groupe. Et cette appartenance, quand on est tout seul dans sa classe, avec personne qui a perdu son papa ou sa maman, bah, le sentiment de solitude il est quand même bien costaud, alors que dans un groupe, on a un point commun, certes fondé sur de la souffrance, mais il y a l'appartenance qui est là. Et combien le sentiment d'appartenance construit aussi une identité? C'est un exercice difficile qu'on vous demande, hein, de répondre brièvement à beaucoup de questions. Oui, mais c'est important. C'est important. Est-ce que, parce qu'il y a des références qui existent, ouais. Christophe Fauré, est-ce que vous pouvez nous parler de votre ouvrage Après le suicide d'un proche, qui porte sur cette thématique et de sa réédition? Là, dans le livre Vivre le deuil au jour le jour, au tout début, dans la première version, il y avait un petit chapitre sur le deuil après suicide. Et en fait, je me suis rendu compte au fil des genres, recevant des personnes qui étaient en deuil après suicide, qu'il y avait une telle spécificité qu'il fallait en faire un livre à part entière, presque complémentaire du premier, et donc il s'appelle Après le suicide d'un proche. Et il explique un petit peu, de façon plus spécifique, quel est le chemin, parce qu'il y a un chemin. Le deuil, ce n'est pas un état figé dans lequel on va rester toute sa vie, c'est un processus qui a des étapes, mais si on ne les connaît pas, on ne les connaît pas. Hein. Et on a besoin d'acquérir aussi un peu de connaissances pour, non pas éradiquer la souffrance, mais cheminer en connaissance de cause du point A au point B et en connaître les étapes. Avec la connaissance vient un peu moins de chaos à l'intérieur. Et donc c'est essayer sur la base de tous les gens que j'ai pu rencontrer et qui ont perdu un proche par suicide, soit un parent, un conjoint, un enfant, un ami, etc. C'est dans ce livre de donner une feuille de route un petit peu de qu'est-ce que je ressens et est-ce que ce que je ressens est normal. C'est l'énorme peur des personnes en deuil d'être anormal, parce que notre société ne nous donne aucun point de repère sur qu'est-ce que c'est qu'être en deuil. Et avoir un livre fondé sur des témoignages de gens et une connaissance de fond de ce qu'est le processus de deuil qui dit ce que tu vis est normal. Le fait de garder tes photos partout dans la maison pendant un an, alors que tous tes proches te disent mais non, il ne faut pas le faire, c'est complet dans ton malheur, de s'entendre dire que c'est normal, c'est rassurant. Et il y a plein de choses comme ça qu'on a besoin d'acquérir, mais surtout que c'est un chemin et qu'on sort de cette souffrance. Et une réédition est prévue? Une réédition est prévue pour le courant 2018, en livre de poche. Il va passer en livre de poche, je crois en mars 2018. Christophe Fauré, merci. Merci à vous.